Si le planteur ne peut tirer davantage, c'est aussi parce qu'il est éloigné, isolé, tout au bout de la chaîne. Il connaît mal et ne contrôle pas du tout la suite du circuit de commercialisation. Deuxième étape. Le groupement coopératif du village vend le cacao aux marchands de la ville. On dit plus couramment aux Libanais, car les Libanais tiennent pratiquement tout le commerce ivoirien. Le Libanais achète le cacao du paysan, il lui vend l'outillage et les sacs, il lui avance de l'argent sur la récolte. Le Libanais est incontournable. Il s'appuie sur 1000 cousins, il s'adosse à un solide réseau bancaire. Le Libanais dispose d'un appareil pour contrôler l'humidité. Il dit volontiers que le paysan glisse au milieu du sac son cacao le plus mouillé, ou tente de soudoyer le contrôleur. Le paysan, lui, assure que le Libanais truque la balance. Tous deux admettent que, les prix minimums étant fixés par le gouvernement, chacun doit bien se débrouiller pour gagner un peu plus. Ça fait combien? 447. Va tout trouver. Attends. Ça fait 447 kilos. Moins 9 sacs. Le Libanais prend le cacao à 308 francs CFA le kilo, 300 tout de suite, et le reste à la fin de la campagne pour la caisse coopérative. En prime et sous la table, à l'insu des planteurs, 1 franc de plus par kilo pour les dirigeants du groupement villageois. Modeste marge, mais chacun prend à son échelle. Plus on approche du port d'embarquement, plus le cacao paye et plus la filière se concentre. Une demi-douzaine de sociétés se partagent l'exportation du cacao ivoirien. À elle seule, la firme française Sifka en assure le tiers. De l'entreposage dans le magasin de l'exportateur jusqu'au chargement du cargo, 500 mètres plus loin, une dizaine de droits, taxes et commissions diverses vont encore grever le prix du cacao, et cela toujours selon un barème fixé par l'État qui ne s'oublie pas au passage. Ce dernier prélève par exemple un droit de sortie de 50 francs CFA par kilo. Du village au port, chaque opération du circuit commercial est ainsi tarifée, chaque prix de revient établi par l'État, chaque marge minimum garantie par lui. Mais comme le prix terminal du cacao dépend de la bourse, toute la filière est en quelque sorte suspendue aux fluctuations de celle-ci, dont chacun tâche de profiter. En sorte que la rigidité du tarif cache en réalité une cascade de commissions occultes, de bakchiches, de bénéfices camouflés. L'État trace un cadre, laisse jouer, dit à tous « enrichissez-vous » et compte profiter, directement ou non, des retombées. Dans cette filière commerciale délibérément parasitaire, il n'y a qu'un endroit où le cacao se paie un minimum, c'est au départ à la campagne, chez le paysan. Comment jugez-vous l'évolution du marché cacaoyer et du chocolat par rapport aux pays producteurs? Je la juge négative sur l'économie de ces pays, parce que c'est une monoculture qui empêche par exemple le développement des cultures vivrières et le développement par exemple de la consommation locale. C'est un frein pour l'autosuffisance agricole, mais au niveau de la commercialisation aussi, je la juge négative, parce que le prix n'est pas fixé par les producteurs eux-mêmes, mais par les organismes de commercialisation, soit de l'État, soit par les particuliers tels que les Libanais et les Syriens qui sont là, les particuliers même locaux de ces régions-là, c'est les Ouest-Africains eux-mêmes. Et par certains organismes internationaux qui assurent directement, en collaboration avec ces États, la commercialisation. Vous êtes consommateur de chocolat vous-même? Ah oui, j'aime bien, oui. J'aime bien. Mais cela ne m'empêche quand même pas de voir, de critiquer le développement de la monoculture au détriment des cultures vivrières. Quant à passer de cette critique
à une accusation, par exemple, des États consommateurs de chocolat ou bien des organismes de ces États, c'est autre chose. Parce que je ne pense pas que la responsabilité du développement de la monoculture au détriment des cultures vivrières est une responsabilité extérieure au choix économique des pays en question. Dans ce cas précis, des pays de l'Afrique de l'Ouest. Seulement, il y a aussi des mécanismes de pression sur ces pays par les pays consommateurs et par les compagnies qui se chargent, par exemple, de la commercialisation et de la mise en valeur de ces produits. Et dans ce contexte, comment jugez-vous l'action des grandes multinationales chocolatières? Je la juge tout autant négative que la permissibilité des régimes en place qui, en connivence avec ces multinationales, exploitent à fond les paysans. Du chocolat, ces enfants en voyaient pour la première fois, leurs parents aussi. Ça nous plaît tous, nous aimons beaucoup ça. Ça a le goût du cacao naturel. Parce que chez nous ici, même si tu as 10 enfants, il faut tout faire de ton mieux pour leur assurer l'école. Puisque chez nous, on considère que si le papa ne connaît pas le français, bon, si il n'est pas, enfin, il ne connaît rien du tout, il faut que l'enfant au moins sache s'exprimer en français. Tu vas le mettre ensemble.